100 pages de livres analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Du 6 au 9 août prochain, la ville de Yamoussoukro accueille la toute première édition du Festival de gastronomie et de musique. Rencontre de professionnels franco-ivoiriens de la gastronomie, concours culinaire et musical, le FEGAMI vous fait découvrir toute la richesse culinaire du terroir ivoirien. Du 6 au 9 août prochain, vive les vacances! Bonjour à tous et bienvenue à Équation africaine. Je reçois exceptionnellement aujourd'hui Dr Christopher Fomunio, qui à la faveur de la dédicace de son ouvrage, Le Cameroun de demain, est à Abidjan. Bonjour docteur. Bonjour. Et bienvenue à Abidjan. C'est un grand plaisir de me retrouver avec les Abidjanais. Alors, hier, dans un hôtel UP d'Abidjan, vous avez présenté et dédicacé votre ouvrage, Le Cameroun de demain. Je dois préciser que c'est Nelson Ndjouni Mokoun qui a rassemblé une partie significative de vos réflexions, de vos interviews, pour en faire un document cohérent qui marque également la constance dans vos propositions, et cela sur plusieurs années. Alors, vos propositions qui concernent bien sûr le présent, l'avenir de votre pays, le Cameroun. Vous êtes le patron du NDI Afrique, ce qui vous donne également une vue assez large des questions relatives au développement, à la démocratie, aux libertés et à l'organisation même de la vie politique et des élections sur notre continent. Une fois encore, bienvenue à Abidjan. Alors, comment avez-vous vécu la cérémonie d'hier? Vous savez, j'ai été très ému par l'accueil qui m'a été réservé par mes compatriotes. Ils sont sortis très nombreux. Les présidents des différentes associations des Camerounais vivant en Côte d'Ivoire étaient présents. Et les Ivoiriens aussi, les amis du Cameroun, étaient présents dans la salle. On avait vraiment une salle pleine. Et dans les échanges, j'ai trouvé que les échanges étaient très enrichissants. J'ai trouvé que mes compatriotes ont apprécié le fait que j'ai pris le temps pour venir échanger avec eux, pour les écouter, pour échanger, pour apprendre aussi, et pour que chacun puisse s'enrichir dans cette réflexion collective, que je voudrais collective, sur l'état des lieux de notre pays, le Cameroun, et sur son avenir. Et donc, c'est avec beaucoup de joie que j'ai pu assister à toute la cérémonie. Très bien. Alors, hier également, nous, juste à la fin de la cérémonie, nous avons demandé à certains de vos compatriotes qui ont bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions relatives à vous, à votre œuvre et à votre action. On les écoute et puis on reprend le cours normal de nos échanges. Merci. On devrait remercier l'homme d'avoir pris l'initiative, n'est-ce pas, de parler de son pays qui est le mien aussi. Et à des centaines de kilomètres, je me sens interpellé par des questions qui sont liées à l'avenir de mon pays. Alors je pense que c'est quelqu'un qui est à féliciter et à encourager, pourvu que l'œuvre puisse toucher un maximum de Camerounais en vue, n'est-ce pas, de les amener à un certain éveil. Je comprends que c'est un homme qui est en train d'apporter beaucoup, surtout sur le réveil de conscience de la jeunesse africaine, parce que nous ne sommes pas très habitués à la lecture. Mais avec des ouvrages pareils, je crois que ça va réveiller la conscience à la jeunesse africaine. C'est quelqu'un de super. À première vue, c'est un très bon parleur et tout. Et puis, globalement, ce que j'ai entendu, c'est qu'il veut réunir tout le peuple camerounais pour que nous puissions nous serrer les coudes, pour que demain, le Cameroun puisse aller de l'avant. Donc, sa démarche, c'est plus pour sensibiliser les différents leaders pour que la jeunesse aussi et tout le monde on puisse, voilà, pour qu'on sorte un peu du train-train quotidien qu'on a actuellement au Cameroun. Il vous fait espérer pour un nouveau Cameroun? Nous tous on espère, on a besoin de ça, il faut bien quelqu'un qui va nous faire espérer. Parce que si on n'espère plus, je vois plus ce qui va nous rester, donc c'est plutôt bien parti.
C'est vraiment rassurant de penser qu'il y a des compatriotes qui pensent effectivement à l'avenir de notre pays, au moment où nous avons tous le devoir d'y penser, parce que vous voyez le Cameroun ambition d'être pays émergent d'ici 2035, ça ne serait pas atteint par décret. Il va bien falloir qu'on y travaille. Et pour y arriver, il va falloir qu'on réfléchisse sur les modalités qu'on devait utiliser pour y arriver. Et je pense que l'initiative de Dr Christophe Famounia s'inscrit sur cette lancée. Voilà, docteur, vous avez écouté vos compatriotes. Comment réagissez-vous à leurs propos? Oui, je suis très honoré par ces premières réactions de mes compatriotes vivant en Côte d'Ivoire. Très encouragé aussi par les conseils que j'ai reçus, les propositions, les suggestions des uns et des autres. Et je me dis qu'effectivement, contrairement à ce qu'on peut penser, les Camerounais sont très ouverts au débat, au dialogue, aux échanges. Et c'est justement pour cette raison qu'au lieu de faire le livre et de le mettre dans les kiosques, nous avons pris une approche beaucoup plus participative pour aller envers les compatriotes, échanger avec eux sur le contenu du livre et vulgariser un peu l'opinion publique nationale et les compatriotes vivant en dehors du territoire national sur le contenu de ce livre. Et notre objectif étant de favoriser beaucoup plus d'échanges, de débats et beaucoup plus de réflexions afin de trouver un consensus national sur les grandes priorités qui devraient aider notre pays à continuer à évoluer dans le bon sens. Votre livre est écrit en français et en anglais. C'est une réflexion, mais surtout une façon de sonner la mobilisation pour que tous ensemble, les Camerounais trouvent les meilleures voies possibles pour aller vite et bien au développement. Il y a beaucoup d'espoir que les gens placent déjà en vous. Je dirais d'abord que pour ce qui est du fait d'avoir le livre en français et en anglais, c'est parce que nous sommes un pays bilingue. Il faut valoriser notre bilinguisme. Il faut transmettre vraiment ce message fort que le bilinguisme est un atout et que dans le monde du XXIe siècle, nous pouvons même commercialiser cet atout sur le plan mondial. Deuxièmement, quant aux espoirs, je suis très touché par ces espoirs que portent en moi mes compatriotes, mais je peux déjà dire que je suis bénéficiaire vraiment de la bonne volonté de beaucoup de mes compatriotes qui ne cessent de m'encourager dans le travail que je fais sur le plan professionnel avec le NDI et aussi dans ce que j'essaie de faire sur le plan national. Donc je prends ça de bon cœur, je dis que je suis un enfant chanceux et qu'avec ce soutien de mes compatriotes, on pourra aller vraiment très loin. Parlons de bilinguisme. Est-ce que c'est vrai, vous dites que c'est un atout pour le Cameroun, mais est-ce que ce n'est pas aussi un handicap quelque part? Parce que cela procède d'un certain héritage colonial et il y a des rivalités entre francophones et anglophones. C'est évident aujourd'hui au Cameroun. Est-ce que c'est pas handicapant? Ça ne devrait pas être handicapant. Mais je crois en fait, je crois qu'il y a plusieurs façons d'interpréter les différentes, je peux dire les différents tiraillements, positionnements pour ce qui est de la politique intérieure du Cameroun. Parce que n'oublions pas, même les Français et les Britanniques ou les Français et les Américains s'entendent. Il n'y a pas de raison que nous autres qui avons hérité de ces langages... Ils ne sont pas sur le même territoire. Tout à fait. Mais c'est pour dire que si on a un leadership éveillé qui peut transformer ces rivalités plutôt à un instrument de développement positif, de convivialité
de cohabitation, de convivialité, effectivement, tout le monde trouvera son compte là-dedans. Au Canada, par exemple, il y a une rivalité entre les Canadiens francophones et anglophones, mais ils essaient de gérer ça de manière à valoriser la contribution de tout un chacun. Donc, il est vrai, l'histoire de notre pays est assez complexe, d'après l'héritage, d'après nos origines, mais je crois que nous pouvons trouver moyen de valoriser cette diversité et de projeter cela de façon à donner satisfaction à chaque Camerounais et à rassurer chaque Camerounais, qu'il soit anglophone, francophone, musulman, chrétien, que nous sommes un pays dans lequel tout un chacun peut porter sa contribution et être reconnu pour cette contribution. Et dans votre livre, vous n'y avez consacré que 2 pages. Oui, effectivement, vous voyez que cela touche aussi au style du livre, parce que nous avons voulu faire un livre vraiment simple, écrit en langage simple, d'un style qui serait adressé à monsieur et madame tout le monde. Donc, pour les grandes questions, on peut développer toute une thèse sur le bilinguisme au Cameroun. Mais nous nous sommes dit, pour ce livre... Son influence en politique. Son influence en politique. Vous avez parlé de John Frundi, mais très vite. J'ai parlé de John Frundi parce que c'était aussi une opportunité de situer le débat. Pour dire que certains ont interprété cela comme une rivalité entre le candidat francophone qui est le président en exercice, Paul Biya, et le candidat malheureux en 92 qui était Frundi. Mais j'ai voulu expliquer aussi qu'en voyant la chose sur un angle beaucoup plus politique que linguistique, on pouvait comprendre que même si à la place de Frundi, on avait un Bouba Bello ou un Dame Joya ou un Jean-Jacques Ekindi, des francophones, des Camerounais francophones, ce n'est pas évident qu'ils auraient pu être déclarés vainqueurs en 92. Donc c'est pour dire qu'il y a plusieurs façons d'aborder la chose, mais si le diagnostic est bien fait, je suis sûr qu'on peut trouver des solutions adaptées et qui feront plaisir à tout le monde. Alors, comment comprendre aujourd'hui que le système politique camerounais qui date de très longtemps maintenant, ne libère toujours pas les énergies? Paul Biya est là depuis plus de 30 ans, il ne bouge jamais, et on a comme l'impression qu'aucun changement ne peut se faire tant qu'il sera là. Quelle est votre appréciation de ces choses-là? Je pense qu'il est très difficile. Lorsqu'on a commencé à exercer les autres fonctions dans les années 60, il est très difficile que 4 décennies après, 5 décennies après, qu'on soit en mesure d'introduire des réformes qui permettra au pays de se conformer aux réalités du XXIe siècle. C'est une réalité que dans les pays où il y a un renouvellement constant du leadership politique, de la classe politique, on voit quand même les choses évoluer. Parce que chaque président, en arrivant au pouvoir, voudrait faire mieux que son prédécesseur. Et ça devient une motivation pour faire davantage. Mais lorsque on est plaqué avec un leadership, un président de la République qui a plus de 33 ans d'exercice du pouvoir, qui avant cela avait exercé pendant 7 ans comme Premier ministre, on comprend effectivement pourquoi le Cameroun marque le pas. Donc j'estime que le renouvellement de la classe politique est automatique, ça devrait se faire et ça se fera. Et ce serait un ingrédient qui nous permettra de propulser toutes les synergies de notre pays dans le bon sens. Alors, il y a l'un de vos compatriotes qui a écrit un livre que moi j'ai lu il y a de cela quelques semaines, Diendor et Sommet, Paul Biya, Le pouvoir en clan. Il dit quelque chose d'essentiel sur la nature même du pouvoir sous Paul Biya. Je vous passe les autres pages. Ainsi, le pouvoir de Paul Biya est un clan de personnes gérontocratique au service d'une administration néocoloniale dont la lignée tient sa descendance depuis l'époque des glorieuses années politiques du docteur Louis-Paul Ojola au Cameroun. C'est aussi un vieux machin usé et dépassé à l'époque actuelle de plus de 30 ans de règne sans partage. C'est un vieux pouvoir trop bien connu dans ses prouesses de répression subtile et qualifié de vieux pouvoir moribond, indolent, pieux, fixe, immobile, médiocre, etc., etc. Il est très dur
Il est très dur, peut-être parce qu'il a eu l'opportunité de travailler. C'est un travail très fouillé, d'environ 245 pages. Et alors, c'est des propos quand même durs pour parler de ce pouvoir-là et que rien ne fait bouger. Non, je crois que son expérience, en fait, son approche est en grande partie aussi instruite ou motivée par l'expérience qu'il a vécue pour avoir travaillé dans le système et pour avoir cotisé un peu certains des acteurs de très près. Et je pense qu'il est important que les Camerounais, comme Essomé et bien d'autres, portent aussi leur connaissance sur la place publique. Parce que, comme je l'ai dit hier lors de la dédicace, c'est important d'écouter tout le monde. Même ceux qui sont au pouvoir devraient avoir l'opportunité de nous dire pourquoi ils n'ont pas pu faire autant. Là où il y a eu des difficultés, là où ils ont échoué, ça nous permettra effectivement, dans l'avenir, de redresser la barre. Pour ce qui est de la gérontocratie, c'est évident. Parce que vous voyez la population du Cameroun, nous avons, notre population est très jeune. Mais sa classe politique est vieille. Mais la classe politique, il y a 2 ou 3% de personnes qui ont 75 ans au plus au Cameroun. Et c'est ces 3% qui gèrent la République du Cameroun au jour d'aujourd'hui. Alors que notre jeunesse demande des opportunités, alors que nous avons des personnalités compétentes, très expérimentés. Qui peuvent moderniser aujourd'hui le Cameroun. Absolument, avec beaucoup de facilité, de façon à avoir un impact réel et positif dans la vie quotidienne de nos compatriotes. Docteur, moi j'ai un problème avec vous. Pourquoi ne dites-vous pas clairement que vous vous préparez aussi à l'après-Biya? Est-ce que ce ne serait pas plus simple et plus lisible pour tous ceux qui vous... Voilà, on les a entendus là tout à l'heure. Il y a beaucoup d'espoir qui est placé en vous. Et de quoi avez-vous peur? Non, ce n'est pas une question de peur, à moins de poser la question à M. Essomé, avec ce que vous venez de partager tout à l'heure. Mais plutôt parce que je ne voudrais pas personnaliser le débat. Je me dis qu'effectivement, le changement viendrait dans notre pays par des efforts collectifs, des efforts de tout un chacun, apportant sa contribution pour nous permettre d'avoir une masse critique qui aura donc un impact. Donc, je pense que, et je le dis d'ailleurs dans le livre, le débat sur la démocratisation au Cameroun a été faussé dans les années 90 parce qu'on avait excessivement personnalisé ce débat. Alors que si on mettait de côté les individus, on voyait le cadre opérationnel dans lequel la politique peut s'exercer dans notre pays, on crée un environnement propice pour que ceux qui ont des idées et des propositions et des projets de société puissent les mettre sur la place publique. Je crois qu'on a pu mettre en place des institutions très fortes, très compétentes, qui permettraient à notre pays de décoller. Et vous l'écrivez si bien à la page 81, il faut éviter de personnaliser le débat politique au Cameroun. Je ne peux pas, par la même occasion, poser comme préalable à ma contribution le fait que je sois absolument candidat à la présidentielle. Mais comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses quand on n'a pas le pouvoir, quand on n'est pas au cœur du pouvoir? Surtout dans un système où le pouvoir est trop centralisé, comme c'est le cas au Cameroun. Parce que je le dis aussi dans le livre, pour que le Cameroun puisse vraiment prospérer, il va falloir revoir le fondement même de l'État. Il va falloir revoir notre constitution pour équilibrer, quand même, pour mettre en place un équilibrage des pouvoirs. Donc, effectivement, à quelque part, celui qui détient le pouvoir politique pèse et compte. Mais je me dis aussi que je ne peux pas poser cela comme préalable. Être président de la République, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Si je peux porter une contribution, je le ferai. Le moment venu, lorsque le cadre est approprié, si les compatriotes estiment que cette contribution devrait aller un peu plus loin, je suis à leur disposition et je ferai le nécessaire pour porter ma contribution. Quelque part, moi, j'ai comme l'impression que vous avez une vue un peu angélique des choses. Quand je lis page 79, je sais qu'une fois qu'une large majorité des Camerounais auraient trouvé une compréhension commune aux défis auxquels nous sommes confrontés, nous trouverons aussi facilement un consensus global autour
de celui qui a la compétence, l'expérience et la vision nécessaires pour continuer à porter le flambeau de notre pays en avant. Mais ce n'est pas si simple, ces choses-là. Quelque part, ce n'est pas si simple, mais quelque part aussi, ce n'est pas très difficile. Faire l'unité, faire l'union autour d'idées, ce n'est pas évident déjà. On ne peut pas trouver l'unité à 100%, ça n'existe plus, ça n'existe pas dans les démocraties réelles, véritables, mais on peut trouver quand même un consensus, une vaste majorité qui se rassemble autour des idées ou de personnes pour porter un projet de société. Et je me dis que lorsque les conditions sont propices, cette majorité pourra vraiment servir dans le sens de préserver les intérêts nationaux. Et nous avons connu cela, d'autres pays africains ont connu cela, les anciennes démocraties ont connu cela. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas développer ce genre de consensus au Cameroun. Il y a d'énormes chantiers à ouvrir aujourd'hui au Cameroun, les chantiers de développement, mais aussi et surtout de démocratie. Il y a un autre chantier tout aussi important qui représente, à mon goût, le soubassement même de l'avenir de votre pays, c'est le chantier constitutionnel. Oui. Alors, par quel bout on le prend? Je crois qu'il faut commencer par le chantier constitutionnel, parce que l'une des choses qui freine un peu le débat politique au Cameroun, c'est que pour la plupart, nous ne nous entendons presque sur rien. Que même la constitution actuelle fait l'objet de beaucoup de critiques. À partir du moment où les populations ne se sentent pas concernées par la gestion de la chose publique, parce qu'ils ne s'identifient pas dans la loi fondamentale d'un pays, c'est très difficile de les convaincre, même dans le secteur privé, de les convaincre à investir. Parce qu'ils sont dubitatifs, ils ne savent pas si cette structure constitutionnelle va perdurer, s'il y aura d'autres changements qui vont bouleverser la donne, parce qu'on n'a pas pu établir le consensus autour des règles fondamentales. Et je crois que c'est par là qu'il faudra commencer. Parce qu'à partir du moment où il y a un débat, où les populations se sentent concernées, chacun va s'identifier dans cette règle qui va gérer notre société. Et à partir de là, lorsqu'on prend des dispositions pour encourager le secteur privé, les gens vont adhérer. Lorsqu'il va falloir réformer le système éducatif, construire des infrastructures, créer des emplois pour des jeunes, tout le monde verra qu'effectivement, c'est une suite logique du point de départ. Et je crois que l'une des choses qui fausse un peu la politique et le développement dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur le point de départ. Alors, il y a également un autre chantier, le code électoral. Le code électoral camerounais aujourd'hui. Un jeune qui a 18 ans ne peut pas voter au Cameroun, alors qu'il faut avoir donc 20 ans pour pouvoir voter au Cameroun, alors que l'âge du majeur est de 18 ans. Tout à fait, c'est incompréhensible. Ça fait partie des incongruités de ce système politique. Tout à fait, et je l'ai critiqué dans le livre parce que c'est incompréhensible. Vous en avez et je pense que c'est une disposition qui avait été insérée dans les années 90 pour désaxer complètement notre jeunesse qui, à l'époque, était très motivée et voulait vraiment que sa voix soit entendue. C'est des choses à corriger parce qu'à partir du moment où les populations n'ont pas confiance dans le cadre électoral de leur pays ou dans la structure chargée de l'administration des élections, il est évident que toute élection fera l'objet de contestation. La preuve en est que depuis 1992, chaque élection que nous avons eue sur le plan national au Cameroun a fait l'objet de contestations. Ce qui fait que nous avons, sur une population de 22 millions d'habitants, une population à l'âge de voter qui devrait varier entre 9 500 000 et 11 millions d'habitants, mais le registre électoral n'a jamais dépassé 5 500 000 électeurs inscrits. Ça voudrait dire qu'il y a une frange importante de notre population qui ne se sent pas concernée par le processus électoral. Et pourtant, dans toute démocratie, nous savons que les élus n'obtiennent leur légitimité que par la voie des urnes. Et c'est la seule possibilité d'élire les leaders ou de les changer en cas de nécessité. Alors, à qui la faute?
Je crois que la faute revient au leadership du pays, parce que c'est le leadership qui propose le projet de loi, qui fait voter ce projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale, qui gère la cité et qui devrait gérer cette cité dans l'intérêt des populations. Je suis convaincu, comme je le dis partout ici sur notre continent, que chaque fois que les Africains ont la possibilité de porter leur contribution dans la gestion de la cité, ils le font, et ils le font de façon vraiment substantive et avec beaucoup de résultats. Mais à partir du moment où le leadership du pays vise tout le système pour empêcher certains individus à participer ou bien pour se garantir une longévité au pouvoir, effectivement, ça devient le pouvoir pour la simple raison d'être au pouvoir sans avoir vraiment un impact sur la vie des populations. Vous dites à qui veut l'entendre, et vous l'écrivez dans votre livre. L'Afrique a eu une terre de démocratie depuis toujours. La démocratie en Afrique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais si cela était si vrai, ça se saurait quand même. Oui, cela est vraiment vrai. Cela est vrai et je suis convaincu, je le dis par conviction, et avec beaucoup de conviction, parce que nous sommes un continent de démocrates. Parce que lorsque vous allez dans les valeurs, vous creusez dans les valeurs africaines, nous sommes des démocrates par naissance. Mais seulement, je crois que le débat sur la démocratisation a été un peu capté par certains qui ne voulaient pas ouvrir le système de gouvernance dans leurs pays respectifs. C'était plus facile de dire aux populations que ce concept vient de l'extérieur, c'est un concept étranger à nos populations, alors que nos populations sont habituées au dialogue, nous sommes habitués à l'art de palabre, nous sommes habitués à la chefferie traditionnelle qui gère la cité vraiment avec la participation des notables, qui tient compte des intérêts des populations. Nous avons même un système judiciaire traditionnel et la justice se fait sans casse avec la confiance des populations. Donc si vous creusez dans notre histoire, dans notre tradition, vous verrez que tout ce qui est défini dans la démocratie d'aujourd'hui se trouve dans la culture africaine. Et je ne voudrais pas que ce débat sur la démocratie soit laissé aux autres pour que les autres définissent si oui ou non les Africains sont démocrates. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est là où se trouve la responsabilité des Africains comme moi et bien d'autres, qui ont une voix qui porte. C'est à nous de nous approprier de notre démocratie et de dire aux autres que notre continent est un continent fait de démocrates et que même si de temps en temps nous avons des ratés par des autocrates qui ne veulent pas créer des conditions, l'anomalie, ce n'est pas la population africaine, mais c'est ces autocrates que nous devrons vraiment critiquer et œuvrer à ce qu'ils puissent vraiment céder la place aux Africains qui croient au continent et qui vont travailler dans le bien-être, dans le sens de favoriser le bien-être de tous les Africains. Et justement, vous écrivez, page 75, « La démocratie a toujours existé dans les sociétés traditionnelles africaines. Ce n'est donc pas un concept nouveau. Dans les villages, le chef travaille avec ses conseillers et les villageois lui expriment leurs griefs. Il existe même un système judiciaire. Aujourd'hui, on compte parmi les États démocratiques l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Bénin, le Mali ou encore le Ghana. Ces démocraties n'ont rien à envier à celles des autres continents. Même s'il existe des particularités africaines, il y a des principes universels applicables à toute démocratie. » Docteur, est-ce que vous ne résumez pas finalement la démocratie au simple fait d'aller voter? Non. C'est une affaire de culture. C'est une affaire de culture, c'est pour cela d'ailleurs. Et quand on voit à quelle allure et dans quel état les élections nous laissent aujourd'hui, les crises post-électorales violentes qu'on connaît de part et d'autre sur le continent, mais votre thèse ne tient pas forcément la route, parce que si on avait la démocratie dans nos gènes, il y a beaucoup de choses qu'on accepterait et qu'on ferait. Oui, je crois que les élections constituent un pilier important du processus de démocratisation. Mais ça ne se résume pas. Mais ça ne se transforme pas
automatiquement à la démocratie. Ce n'est qu'une partie de l'exercice de la démocratie. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans le livre, je parle de la gestion à la base, je parle du pouvoir judiciaire, je parle de la consultation citoyenne, parce que voilà des éléments aussi qui portent et qui comptent. Effectivement, je crois que ce qui pose problème, dans les cas que vous avez cités avec des conflits liés aux élections, c'est la gestion de l'État. Étant donné que les États africains sont des institutions modernes, sont des émanations de la période post-indépendance, il y a encore des difficultés au niveau de certains leaders à gérer cette nouvelle entité qui est l'État-nation. Donc nous sommes en train de forger nos États-nations, mais à la base, dans les sociétés africaines, la démocratie a toujours existé. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en fait, réformer la vie partisane elle-même avant de parler de démocratie? Je crois que, et cela a été soulevé hier, même par les participants à la cérémonie de dédicace, qu'il faut revoir la notion de parti politique. Il ne faudra pas que... Au Cameroun, il y en a plus de 300. C'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas 300 façons de construire les écoles, de réformer l'éducation. Donc, chaque citoyen ne devrait pas penser que pour que sa voix puisse porter, il faut forcément créer un parti politique. D'ailleurs, lorsqu'on lance un parti politique, ce n'est pas sa propriété individuelle ou personnelle, mais plutôt quelque chose qui devrait servir comme canal pour canaliser les intérêts, les opinions de la population pour mettre sur la place publique des projets de société. Donc je crois que même à ce niveau, il y a un travail à faire et l'élite politique de la mouvance présidentielle comme de l'opposition devrait vraiment répondre aux attentes des populations pour qu'on ait des partis politiques viables et responsables. On a un gros problème en Afrique, c'est que les jeunes démocraties dans nos États sont prises en otage par des visions ethniques de la politique. Ça, c'est un vrai danger et la classe politique africaine, très maligne, surfe, n'est-ce pas, sur cet état de choses. Oui, il faut se mettre à l'évidence que la politique identitaire fait encore problème en Afrique, mais que la responsabilité aussi revient à l'élite politique, qui instrumentalise très souvent ce facteur pour des raisons purement politiques politiciennes. Mais que petit à petit, dans certains pays, on voit les gens transcender cette affiliation politique, cette affiliation identitaire ou ethnique, pour pouvoir quand même porter un message beaucoup plus rassembleur. Et nous avons vu ça d'ailleurs au Cameroun en 92. J'ai parlé de ça dans le livre, parce que Frundi, parti du nord-ouest, de Bamenda, pour avoir le score qu'il a eu, même sur le plan, selon le résultat officiel, a fait un très bon score. Et pourtant, il est sorti d'une zone minoritaire au Cameroun. Il a pu avoir la majorité dans le littoral, dans l'ouest, dans le sud-ouest et puis dans le nord-ouest. Il a fait un bon score dans le centre. Ça voudrait dire qui sont des régions majoritairement francophones. Qui sont des régions majoritairement francophones. Tout récemment, j'ai fait une tournée. J'ai fait une tournée dans le Grand Nord du Cameroun. J'étais à Maroua, j'étais à Garoua, j'étais à Mayolo, je suis allé à Ngaoundéré et les gens étaient très ouverts. Je me suis senti comme si j'étais à Bamenda, chez moi dans le petit village de Gouzan. Donc il y a la possibilité de valoriser même cette identification ethnique pour que ça ne soit pas un point de division, mais plutôt que ça soit une richesse culturelle que nous pouvons célébrer même sur le plan national. En quoi est-ce que la mise en place des différentes commissions indépendantes électorales dans nos pays, en quoi cette mise en place a fait avancer la cause de la démocratie et surtout des élections sur notre continent, des élections pluralistes sur notre continent? Tout à fait. Je crois que dans le domaine de la mise en place des commissions électorales indépendantes, nous avons le continent a fait beaucoup de progrès. Parce que, vous savez, lorsque mais souvent, ces commissions ne sont pas indépendantes. Hein. Oui, j'en arrive. Mais au moins, ces commissions sont moins dépendantes que les ministères qui, par le passé,
avait la charge d'organiser les élections. Parce qu'avant que le multipartisme ne revienne dans beaucoup de nos pays, les élections étaient toujours organisées par le ministère le plus conservateur de chaque gouvernement, donc le ministère de l'Intérieur. Il était difficile que ce ministère qui a pour charge de soutenir le régime en place puisse être appelé en même temps à organiser des élections. Je crois que la création des commissions électorales indépendantes a beaucoup aidé à faire cette distance quand même entre le régime en place qui souvent est candidat aux mêmes élections. Une distance de façade. Une distance de façade dans certains pays, mais une distance réelle dans d'autres. Par exemple, nous venons de vivre le cas du Nigeria. Bon, ouais. Le cas du Nigeria où la commission électorale a organisé des élections que le président en exercice Goodluck Jonathan a perdu. Nous avons vu au Ghana à plusieurs reprises la commission électorale indépendante s'imposer. Donc je crois qu'avec le temps, effectivement, on verra beaucoup plus de succès, mais c'est à la société civile, à nous autres, à la société civile, de tenir ces commissions électorales en haleine pour veiller à ce que ces commissions puissent respecter le mandat qui leur a attribué dans la Constitution ou dans la loi électorale. Et je voudrais rebondir là-dessus, si en Afrique on avait des sociétés civiles fortes, est-ce qu'on aurait une classe politique aussi pourrie? Vous verrez, vous avez parfaitement raison, parce que vous verrez que dans certains pays où l'opposition politique est inexistante ou bien très faible, très souvent c'est la société civile qui prend le relais. Ouais. Alors qu'au départ, cette société civile est faite pour être non partisane. C'est aussi un héritage des régimes que nous avons connus pendant 30-40 ans pour beaucoup de pays africains où c'était des régimes à parti unique ou des régimes militaires où il n'y avait pas d'espace pour ce genre d'activisme social. Et maintenant que la société civile se met en place, de plus en plus, elle occupe la place qui est la sienne. Et je crois que c'est un élément positif sur lequel nous devrons travailler davantage pour la renforcer et pour l'avenir. Il y a un volet essentiel de la démocratie qui passe forcément par l'alphabétisation. On a des populations en Afrique qui ne savent ni lire ni écrire. Elles sont beaucoup plus nombreuses que ceux qui savent lire et écrire. Et aujourd'hui, nos populations ne savent pas décrypter le message politique, le contenu d'un programme politique. Le travail aussi, est-ce que ça ne passerait pas par l'éducation? Je vois que votre fondation mène beaucoup d'actions en ce sens-là. Effectivement, la fondation Fomonieux, dont le siège est à Bamenda, dans le nord-ouest, essaie de mener des actions dans le domaine humanitaire, l'éducation, le social. On va dans les lycées, dans les collèges, on distribue des livres aux étudiants, on leur parle, on échange avec eux pour les motiver, pour les encourager à bien travailler à l'école. C'est un domaine dans lequel j'aimerais vraiment beaucoup investir, parce que c'est à travers cette sensibilisation, cette éducation qu'on pourra se garantir une citoyenneté ouverte et instruite pour l'avenir. Le constat est réel que dans beaucoup de nos pays, les populations sont analphabètes et n'arrivent pas à décrypter certaines choses. Mais je ferai un diagnostic tout à fait différent, parce que la responsabilité ne revient pas à ces populations. La responsabilité revient aux leaders politiques qui ont géré pendant des décennies. Moi, je suis très surpris et parfois écœuré lorsqu'un chef d'État, pour justifier sa position, dit « Vous savez, j'ai une population qui n'arrive pas à bien lire ou à écrire. Et pourtant, vous avez géré le pays pendant 20 ans, pendant 30 ans. Quel est votre bilan en matière d'éducation ?» Cela dit, je peux vous dire que les populations africaines sont très éduquées, sont très instruites, savent discerner le vrai et ce qui n'est pas vrai. Et on n'a qu'à aller dans les villages. Très souvent, quand je vais dans les villages et que je m'assois avec mes parents, les amis, les frères du village, je les écoute. Même s'ils ne s'expriment pas en français ou en anglais, mais ils sont intelligents. Ils savent ce qui se passe dans la capitale. Ils peuvent vous donner le profil de chaque acteur politique, ses points forts et ses faiblesses. Donc, ces populations, il faut savoir communiquer avec ces populations. Je ne pense pas qu'on devrait les laisser à la marge de la politique juste parce qu'elles ne s'expriment pas en anglais ou en français. C'est une population très éveillée, très instruite, qui
le moment venu, lorsque l'opportunité leur sera donnée, aura la possibilité de peser dans la prise de décision sur le plan national. Alors, toutes vos initiatives devraient concourir à moderniser le Cameroun, à développer le Cameroun. Mais aujourd'hui, il y a un gros problème au Cameroun, c'est Boko Haram. Et c'est une donnée sécuritaire fondamentale aujourd'hui qui déstabilise non seulement le Cameroun, mais beaucoup de pays africains. Alors, comment peut-on être porteur d'un message aussi positif pour l'avenir quand on doit réfléchir tout le temps, tous les jours, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, à la présence de Boko Haram à ses frontières? Effectivement, vous avez raison, la menace Boko Haram est réelle, parce qu'on voit les attaques presque au quotidien maintenant. On a perdu des frères et des sœurs qui se battaient au front pour notre sécurité, pour sauvegarder l'intégralité territoriale de notre pays. On a perdu des civils qui ont été bombardés par les extrémistes de Boko Haram. Donc cette menace est réelle et nous devons la combattre. Et nous sommes en train de la combattre d'ailleurs. Mais en même temps, il faut transmettre un message à la jeunesse pour les orienter à nouveau, de ne pas se laisser entraîner dans des mouvements qui peuvent finir par être des mouvements extrémistes. Et je vous dirais, quand j'étais à l'extrême nord, j'ai pris le temps d'aller dans le lycée, parler aux jeunes pour dire, ne vous laissez pas distraire par des mouvements extrémistes. Votre avenir, c'est à l'école, c'est derrière les bancs, c'est sur les bancs. Il faut étudier, il faut rester à l'école. C'est un message qu'il faut véhiculer parce qu'en même temps que nous nous battons contre Boko Haram sur le plan strictement militaire, il faut aussi prendre des dispositions pour éviter les conditions qui ont créé les Boko Haram d'hier et qui vont peut-être créer le Boko Haram de demain. Parce que si vous allez dans le nord-est du Nigeria, cette zone était propice à ce genre de mouvement. Parce que c'était une zone délaissée, où les populations étaient complètement désaffectées, où le gouvernement se foutait un peu de ce qui se passait dans la zone, et cela a créé des conditions qui ont permis à ce groupe extrémiste de mobiliser des centaines, des milliers Mais des régions comme celle-là, il y en a beaucoup en Afrique, dans nos pays. C'est justement pour cela qu'il faut faire attention dans ces espaces ouverts, que nos gouvernements centraux n'arrivent pas à bien contrôler. C'est comme le Nord Mali, c'est un territoire vaste, où les mouvements extrémistes peuvent descendre de l'Algérie facilement et se retrouver au Mali. Donc nous avons un travail à faire, un travail de sécurité, et je suis heureux de savoir que pour ce qui est de Boko Haram, maintenant nous avons cette approche multinationale qui englobe les forces de sécurité du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigeria, avec l'appui de l'Union africaine, avec l'appui des systèmes des Nations Unies. Cette approche multinationale va nous aider sur le plan militaire. Mais en même temps, il faut aussi projeter dans l'avenir et savoir que même si militairement, on réussit à détruire Boko Haram en 2015, nous allons vivre les conséquences de cette crise pendant 5, 10, 15 ans. Et non seulement, si on arrive militairement à sécuriser, sécuriser ces pays-là, mais tant que on n'aurait pas réglé le problème du chômage des jeunes, le problème de la misère dans nos pays, Boko Haram et tous ces mouvements surferont à chaque fois sur ces problèmes-là. Tout à fait. Ça fait partie des défis de la gouvernance au XXIe siècle. C'est-à-dire que chaque pays, et ce n'est pas seulement le cas du Cameroun, ce n'est pas seulement le cas des pays de l'Afrique, chaque pays est confronté à de multiples crises. Et on ne peut pas se permettre, on n'a plus le luxe de gérer les crises de façon séquentielle. C'est-à-dire, on gère cette crise aujourd'hui, on attend une semaine pour la deuxième crise. Les crises viennent en multiforme. Et c'est pour cela qu'il faut quand même une certaine vision, une certaine énergie, une nouvelle impulsion d'énergie pour pouvoir gérer ces crises de manière, de manière simultanée. Ouais. Parce qu'effectivement, chaque pays est confronté à ce genre de crise et autant il faut se focaliser sur la crise sécuritaire, autant il faut prendre des dispositions dans les autres secteurs pour que ces crises ne disparaissent pas aujourd'hui pour revenir dans 5 ou 10 ans.
tout un programme. Docteur Christopher Fumunyo, merci infiniment d'être passé par chez nous. C'est à moi de vous remercier et je vous encourage dans votre travail. Merci beaucoup. Merci. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Du 6 au 9 août prochain, la ville de Yamoussoukro accueille la toute première édition du Festival de gastronomie et de musique. Rencontre de professionnels franco-ivoiriens de la gastronomie, concours culinaire et musical, le FEGAMI vous fait découvrir toute la richesse culinaire du terroir ivoirien. Du 6 au 9 août prochain, vive les vacances!